Éric Loff, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants, voire fondateurs dans votre parcours de lecteur, d'écrivain, d'homme. Quel est votre panthéon littéraire? Oula, il y aura encore plus de monde que dans le panthéon qui existe. Tant mieux. Ça s'est fait par palier. Je me souviens que la première fois où je me suis dit j'ai envie d'écrire, c'était en lisant les critiques de cinéma de Jean-Louis Boré dans l'Observateur, le Nouvel Observateur, comme on disait à l'époque. J'étais en première et j'avais trouvé dans une librairie un volume de 10-18 qui regroupait ces articles. Et j'avais vraiment trouvé ça épatant. Et du coup, j'achetais en cachette tous les vendredis, parce qu'à l'époque, ça sortait le vendredi, le Nouvel Obs. Parce que comme mon père était gaulliste, je voulais pas qu'il sache que j'achetais cet hebdomadaire de gauche pour lire les chroniques de Boré. Je m'étais dit, je deviendrai critique de cinéma. Et je me suis mis aussi à l'écouter au Masque et la Plume avec Georges Saransol le dimanche soir, en sautant le dîner de famille. Il y a eu ça. Et puis, plus tard, en terminale, il y a Patrick Besson qui était né en 56 comme moi, qui a publié son premier roman. Et je me suis dit, bah tiens, on peut peut-être écrire des romans aussi. Et j'ai suivi son exemple, mais quelques années après. Et dans les influences, dans les livres que j'aimais, il y a eu les Hussards, évidemment. Drieux, Blondin, Nimier, Jacques Laurent, Déon. Alors, expliquez pour ceux qui ne... Oui, les Hussards, parce que... c'était dans les années 50, tous ces romanciers français qui s'opposaient à la fois à l'existentialisme et ensuite au nouveau roman, qui avaient de l'imagination, le sens du plaisir, des vacances, des voitures rapides, des nuits arrosées. Et puis pour qui la littérature faisait partie aussi de l'art de vivre. C'était la moindre des politesses de ne pas être ennuyeux et d'avoir beaucoup d'inventions et de mettre des personnages de femmes un petit peu partout. Et ça me plaisait beaucoup. Et surtout un style, j'aimais beaucoup leur façon d'écrire, les formules. Félicien Marceau aussi, je me souviens. J'aimais beaucoup ça. Et je m'étais dit, mais ce serait pas mal d'écrire un peu dans ce ton-là. Et moi, je me suis mis à écrire parce que j'aimais énormément les livres des autres. D'ailleurs, ça continue. Plutôt que d'écrire, je préfère toujours lire un livre qui me plaît. C'est pour ça que j'écris pas énormément de livres, même si vous me dites qu'il y en a une trentaine. Ouais. Et il y a eu aussi la littérature américaine, ça. Mais je sais pas si ça m'a tellement influencé, ça. Mais les Fitzgerald, Hemingway, l'anglaise Jean Rhys aussi que j'aimais beaucoup. Ça, c'est plus comme lecteur, parce que les Américains sont quand même très très difficiles à imiter. Et puis, on les lit en traduction par-dessus le marché. Mais ça compte beaucoup. Je crois que ce sont des raconteurs d'histoire beaucoup plus doués que les Français, en tout cas. Et petit à petit, bah voilà, j'ai dû écrire 3-4 romans sur des cahiers Clairefontaine directement à la main que j'avais envoyé, qu'on m'a refusé. Et puis, un beau jour, j'ai commencé il y a Bernard Franck aussi. Bernard Franck, la découverte de Bernard Franck dans les années 70, totalement oublié, dont les livres étaient épuisés, qu'on était allé chercher avec des amis dans les caves de chez Julliard, derrière Saint-Sulpice, rue Garancière à l'époque. Et la découverte des rats, on se passait ça tous comme un bréviaire, l'histoire de ces 3 ou 4 jeunes gens qui sortaient, qui écrivaient dans les journaux, qui draguaient des filles et qui buvaient du whisky, ça nous avait quand même assez bluffé. Et puis après, j'ai connu Bernard Franck, d'ailleurs grâce au journalisme. Et j'ai commencé un premier roman qui est sorti maintenant, c'était quoi, en 82, voilà, j'avais 26 ans. Bébé. Ah non, mais je l'avais fini bien plus tôt parce que ça devait paraître chez Stock à l'époque, où travaillait Frédéric Guitou qui avait lu le manuscrit. Entre-temps, Mitterrand a été élu, Stock appartenait à Hachette, les gens de chez Hachette se sont fait virer, et les gens qui succédaient au patron de Stock ont refusé le livre. Donc ça a retardé d'autant, et c'est la table ronde qu'il a publié, ce qui me faisait plaisir parce que c'était l'éditeur de Blondin, de Nimier et de Jacques Laurent. Et il y avait un côté filiation qui était pas mal du tout, d'autant plus que
les bureaux de la table ronde étaient rue du Bac, en face de l'hôtel Pont-Royal, qui avait ce fameux bar en sous-sol, qui était le QG de toute la littérature depuis une trentaine d'années à l'époque. Dont vous parlez dans l'un des 3 Ah romans. bah peut-être. Oui, Alors absolument. c'était un endroit mythique qui, hélas, a fermé et qui a un petit peu tué en disparaissant la vie littéraire. C'était un endroit où on pouvait rencontrer un tas de gens qui déjeunaient là. Et il y avait Solers, il y avait Dorman, il y avait François-Régis Bastide, Poirot Delpech, Besson, Queffelec, Bernard Franck. C'était un truc un peu incroyable, comme un club anglais avec ses fauteuils en cuir, et puis surtout l'idée de descendre au sous-sol pour aller boire des verres au déjeuner, parce qu'on ne pouvait pas dîner, on pouvait seulement boire des verres le soir, mais on pouvait déjeuner. Et ça avait aussi la particularité d'avoir deux entrées ou 2 sorties. Il y avait un escalier officiel sur la rue et un autre qui remontait, qui donnait directement dans l'hôtel, ce qui permettait d'éviter des rencontres ou de se faire surprendre. Alors, dans la littérature plus récente, vous avez une passion, ou en tous les cas un amour particulier pour la littérature étrangère, Ouais, en particulier la littérature américaine. Vous avez donc écrit un dictionnaire chic de la littérature étrangère. Dans vos auteurs de prédilection, ou dans vos passions, j'en ai relevé évidemment certains, mais je vous laisse évoquer avec nous ceux qui ont été fondateurs ou qui vous ont bouleversé à un moment donné. Qu'est-ce qui a fait que... Vous dites qu'il y a une rupture dans le cinéma, on reviendra sur le cinéma tout à l'heure. Dans la littérature française, qu'est-ce qui a été une rupture? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes allé voir ce qui se passait à l'étranger? Ça a été une longue patience, hein. C'était parce que j'en avais marre de lire des romans français. Et au bout de 25 ans, j'ai réussi à avoir une chronique sur les livres étrangers, ce qui satisfaisait à la fois ma paresse et mon goût profond. Et le fait est que du coup, il y a un double tamis, puisqu'il faut que l'éditeur ait publié le livre dans le pays d'origine et que les Français l'aient acheté pour le traduire. Donc ça limite un petit peu les dégâts. Et puis ouais, mais ça m'a permis de découvrir un tas de gens. Moi j'aimais beaucoup Philip Roth, j'aimais beaucoup Iris Murdoch. J'ai découvert James Salter, qui pour moi est un romancier prodigieux. Je sais pas comment il fait, je sais pas comment. Et ça permet de voir que la littérature, enfin le roman en tout cas, parce que pour moi la littérature c'est le roman, c'est l'art qui est le plus nécessaire, le plus délicat, le plus compliqué à réussir aussi. C'est pas les essais, c'est pas l'autofiction, ni ces trucs-là. C'est le roman, moi, qui me bluffe à chaque fois. Des gens comme John Irving, par exemple, ça a été vraiment une découverte, ça, le Hôtel New Hampshire, le Monde selon Garp, cette façon de raconter des intrigues, et puis avec ces thèmes qui à l'époque me touchaient, alors que j'étais pas encore père de famille, c'était tout le temps l'histoire d'un homme qui avait peur pour sa famille, pour ses enfants, ce qui est un truc auquel on pense beaucoup après en vieillissant. Et puis surtout, ça demandait énormément de travail et on ne sentait pas du tout l'effort chez eux. C'est ça qui me plaisait aussi. C'est que je me disais en lisant ça, c'est formidable, je n'arriverai jamais à le faire. Mais je suis très content qu'il y ait des gens qui existent et qui en soient capables. Alors, je vais en citer quelques-uns et vous rebondirez là-dessus. Ouais. Évidemment, Joyce Carol Oates, qui est pour moi une grande dame de la littérature, qui a un passage tout à fait privilégié dans votre dictionnaire. Est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Joyce Carol Oates, c'est un génie pur. C'est de la folie d'avoir autant de talent, une palette aussi vaste, et puis de réussir à plonger dans les tréfonds de l'âme américaine avec une violence, un côté romanesque. C'est elle qui a fait beaucoup de mal en écrivant Blonde, là, qui a fait des petits partout qui nous cassent les pieds maintenant, les biographies romancées, mais son livre est vraiment un chef-d'œuvre sur Marilyn Monroe. Et puis, mais tous ses livres sont incroyables. L'un de vos favoris, vous citez, c'est Nous étions les Mulvaney, qui est quand même un non, puis elle arrive à se mettre dans la tête des adolescents, ce côté un peu poisseux, glauque, et puis dans cette Amérique profonde où il peut arriver n'importe quoi, comme dans le film Délivrance. Et surtout, elle décrit bien la violence et ce que c'est que l'innocence bafouée, là, quand il y a un meurtre, parce qu'il y a beaucoup de meurtres chez elle, on voit que ça fiche en l'air
tout ce qu'il y a autour de la victime, les proches. C'est une écriture à l'écorché. Ah oui, non, mais on a envie de les lire à haute voix. Et je me demande comment elle fait pour avoir une production aussi intense, parce qu'il y en a minimum 2 par an, et il y a très très peu de baisse de tension. Et évidemment, le Nobel ne l'a jamais couronné. Oui, donc elle n'a pas la carte qu'il faut. C'est vraiment idiot hein, de leur part. Mais à mon avis, c'est une encore plus grande injustice que de ne pas avoir salué Philip Roth à Stockholm. Hein. Nous sommes d'accord. Elle est encore plus forte que Roth, à mon avis. Non, puis c'est une romancière pure. Elle est capable de tout. Elle écrit tellement même que elle a besoin de prendre des pseudos pour elle écrit des polars. Non, c'est quelqu'un. Oui, c'est un génie. Il y en a de temps en temps. Et une folle hein, aussi. Hein, sûrement, mais elle a une tête absolument. Moi, j'étais allé l'interviewer à Princeton où elle habitait au fin fond de la forêt. On était venus, c'était compliqué à trouver. Et puis elle ouvre la porte et nous dit vous avez 20 minutes. Vous êtes gentil, mais je viens de Paris. Et finalement, ça a duré 1 heure. Et je me souviens, elle avait une tache sur son chemisier. Elle habitait une maison au bord d'un petit étang. Et elle était très gentille d'ailleurs. Elle répondait aux questions. Mais je voyais bien que pendant tout l'entretien, elle était encore dans son livre, qu'elle allait retourner taper à la machine, et ça fait partie des bons souvenirs. Et une autre fois, je l'ai vue à Deauville, on lui avait décerné le prix du festival, le prix de littérature américaine, où même son éditeur ne savait pas qu'elle était là. Elle est arrivée au dîner avec son mari, et c'était une dame très charmante, et qui en plus adore la boxe. Elle a écrit des livres sur la boxe. C'était presque comme elle avait la fougue, enfin elle a toujours d'ailleurs la fougue, l'énergie d'un Norman Mailer. Puis on peut avoir ce côté viril qui est quand même la preuve qu'elle est un écrivain tout terrain. Oui, surtout quand on la voit, elle est toute maigre. Elle n'a pas tellement changé physiquement, elle ressemble un peu à une petite souris qui a pris un peu la flotte. Drôle de bizarre, mais un génie absolu. Ah oui, elle, quand elle disparaîtra, ce sera triste. Parce qu'il faudra s'habituer à vivre dans un monde où il n'y a plus de Joyce Carol Oates, et ça va être dommage, ça aussi. Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus. Gemma Kinnonay? Ah oui, Gemma Kinnonay dans les nouveaux, entre guillemets. Ouais, Gemma Kinnonay, le Rat Pack, comme on disait à l'époque, Journal d'un oiseau de nuit, ça a été quand même une révélation, ça, le côté, le type qui va dans les boîtes de nuit tous les soirs, puis ce livre à la deuxième personne du singulier. Et on s'était dit, voilà quelqu'un de notre âge qui écrit des trucs qui sont quand même hors du commun. Et au début, je trouvais que c'était encore mieux que Bret Easton Ellis, qui s'est bonifié avec l'âge, lui. Mais il y a quelque chose. Puis ils arrivaient à parler de New York, de la vie dans les grandes villes. Comment 30 ans et des poussières, c'était. 30 ans et des poussières, oui, la trilogie là, sur le couple qui vit dans l'édition. En plus, c'est le côté presque Antoine Doinel, faire vieillir ses héros. Et, oui, il est très très doué. Hein. Et par-dessus le marché, très grand connaisseur de vin. Il a été critique. Une grande qualité. Et ses articles sur le vin sont marrants comme tout. Il compare des crus à des bagnoles ou à une chanson de Madonna. C'est très très moderne, très intelligent, et on sent qu'il aime ça. Et j'ai l'impression que sa cave est encore mieux que sa bibliothèque.